Ce soir, on va expliquer, essayer de voir l'avenir de ce secteur de la supply chain au travers de deux géants finalement. Bien sûr, le plus gros acteur mondial du commerce chinois, Alibaba, et puis l'un des pionniers du commerce et de l'omnicanal, magasin et internet à la française avec Fnac Darty. Ça, ce sera dans un instant, mais quelle est votre attente par rapport à la problématique de ce soir ? Écoutez, le commerce en particulier se transforme tellement vite que l'attente que nous avons de cet échange entre un acteur qui vient du mortar, comme on dit, et un autre qui vient du clic, proprement dit, voir comment ces deux mondes sont en train de se rejoindre, l'un faisant de l'acquisition de magasins, le deuxième ayant depuis très longtemps déjà lancé cette structure dans le domaine du clic. Nous, ce qui nous intéresse, je pense en tout cas par rapport à notre métier, c'est de voir un peu leur vision de ce omnichannel véritablement qui se met en place avec ces liens qui sont composites, nombreux, et qui sont aussi portés par une dimension qui est un peu plus forte ces derniers temps, qui s'appelle la vitesse. Et comment un acteur, on va dire, qui a 60 ans, il y a un qui en a quelques qui vient juste d'être baptisé sur les fonds baptismaux chinois, malgré la taille qu'il a, bouge par rapport à cette mouvance que nous avons et à cette recherche de nouveaux modèles commerciaux aujourd'hui, qui est dirigé uniquement par le client. Oui, et c'est vrai qu'on est sur une revanche du click and mortar, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on annonçait cela, on a eu le sentiment que peut-être on pourrait se débarrasser du mortar, et c'est en train de revenir, véritablement. En fait, ce qui revient, c'est une nouvelle forme de commerce qui est composite et qui doit servir le client. Et c'est bien le client qui est en train de se remettre véritablement au sort du problème et qui anime aujourd'hui le commerce, et non plus le commerce qui anime le client. Le client, l'usage, Didier Terrier, prenez le micro, et vous aussi, la même chose. Comment est-ce que, par rapport à votre activité, essentiellement de l'immobilier pour le coup, vous voyez le débat de ce soir ? Moi, j'avais deux questions. La première, adressée aux e-commerçants chinois. Est-ce que l'Europe est une priorité ? Parce qu'on pourrait penser à l'Inde, voire à l'Afrique. Et je crois qu'ils y pensent aussi, d'ailleurs. La deuxième question, c'est par rapport aux e-commerçants de taille équivalente présents aujourd'hui en Europe, dont le schéma est l'intégration de je dirais, toute la chaîne logistique. Vont-ils maintenir leur schéma à eux, qui est plutôt la plateforme de marché Internet ? Et en fonction de ces directives, quel immeuble va demain correspondre à leur projet ? C'est ça, oui. Donc effectivement, le modèle Amazon d'intégration totale et la collaboration. Il y a plus d'intérêt dans le deuxième modèle, déjà a priori ? Pour qui ? Pour nous ? Oui. Non, mais nous on s'adapte, on répond à la demande de nos clients. Oui. Même question donc par rapport à vos attentes, Jean-Christophe Maché, FM Logistique. On passe de l'immobilier, de l'entrepôt à ceux qui le font tourner. Quelles sont vos attentes par rapport ? Vous êtes présent en Chine, et donc forcément il y a à la fois ce qui peut se passer chez nous et ce que fait Alibaba sur son marché, sur son terrain. C'est ça, effectivement, je regarde ça un peu comme un Européen. Je parle indien en Chine, effectivement, pour voir nos opérations, mais ma question, vue de l'Europe, c'est à l'ouest, on a les GAFA, à l'est, on a les BAT. Est-ce que l'Europe est un terrain de jeu neutre qu'ils vont essayer de conquérir, et comment ? Est-ce qu'effectivement l'Afrique, l'Inde, Didier l'a dit, constitue une priorité ? Et comment, par rapport à l'Europe, où il y a déjà un réseau physique qui est en place, alors que Alibaba crée et développe de nouvelles solutions et de nouveaux formats de commerce, parfois tout à fait digitaux et sans équipe à l'intérieur, comment ils imaginent un modèle qui va permettre une pénétration forte de l'Europe, si l'Europe est une de leurs priorités. Et c'est vrai qu'on sent avec l'Inde le véritable match, et on posera la question évidemment tout à l'heure à Sébastien Badeau, mais entre une Inde avec une culture anglo-saxonne très forte, une maîtrise de l'anglais et puis une proximité avec la Chine,
on voit qu'il y a là un terrain de jeu qui risque d'être terriblement intéressant pour tous ces acteurs-là dans les mois et les années qui viennent. En même temps, on peut imaginer que de la même manière que chaque État réfléchit un peu à protéger ses acteurs, il y a les GAFA qui ont été un peu préservés au minimum, les BATS, on peut imaginer qu'il y a eu également cela. J'ai aucun doute sur le fait que les Indiens, puisque nous sommes également en Inde, sauront préserver leurs acteurs, et avec la quantité d'ingénieurs qu'il y a en Inde, même s'il y en a 4,3 millions chaque année qui sortent des écoles chinoises, je suis sûr que les Indiens sauront aussi être de la partie et préserver leurs acteurs. Nicolas Bouvet, on termine avec vous ce premier tour de table ensemble sur les attentes de la seconde plutôt table ronde. On a beaucoup parlé international là du coup dans les attentes des uns et des autres. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez aborder, que soit abordé dans le débat qu'on va avoir dans un instant avec Sébastien Badeau et Olivier Teul? Mais écoutez, moi j'ai aussi deux questions. La première, c'est sans doute pour Sébastien Alibaba. On est tous impressionnés par le flot de nouvelles, les 25 milliards de ventes en un jour, les 15 milliards investis sur la supply chain, l'achat pour 10 milliards d'une société de plateaux repas, l'ouverture de magasins. Donc il y a un flux qui est incroyable. Et donc comment ça va se traduire pour l'Europe, pour la France ? Et puis, est-ce qu'ils vont garder avec les spécificités d'Alibaba la place de marché uniquement, pas de vente directe, pas de marque propre de produit? Voilà, ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est plus pour des distributeurs qui pourraient être de taille intermédiaire, très verticaux en France. Le point de vue sur la manière qu'ils pourraient avoir de riposter à ces géants qui ont des tailles gigantesques, on l'a vu, mais voilà, quels sont leurs atouts à eux? Qu'est-ce qui, dans ce que l'on vient de se dire, vous a parlé, a eu un écho chez vous? Moi, j'ai retenu deux points en particulier. Le premier, c'était Olivier qui donnait la complémentarité en indiquant qu'il y avait la moitié des ventes du e-commerce où il y avait un lien avec le magasin, il y avait une exigence plus forte des consommateurs. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'était la discussion qu'on avait sur des entrepôts, des grands entrepôts. On a parlé d'entrepôts industriels, on a parlé d'exigences pour les clients dans les centres des villes. Et donc, quand on mélange tout ça, ça renforce les éléments de tendance que l'on voit, où il y a une modification en profondeur là, des organisations du retail, avec un rôle accru des magasins, un réseau qui devient complètement étendu, une préparation en magasin, et puis des choses qui sont très segmentées sur les entrepôts. Des entrepôts qui vont, dans certains cas, être très automatisés, et puis dans d'autres cas, complètement manuels pour des profils de commandes différents. Voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé de services de proximité aussi. Il y a quelques années, sur une table ronde comme celle-là, on aurait parlé de drones, de services avec des camions autonomes, etc. Là, on est presque dans une peinture assez classique du commerce qui passe par la proximité, le client en magasin et l'entrepôt en arrière. Ben, il n'est pas interdit qu'on ait aussi des évolutions dans les moyens de transport. Je pense qu'on en voit aussi, peut-être pas avec les drones, mais quand on voit les camions sur les autoroutes qui sont sans chauffeur dans certains cas, dans d'autres pays, ça va arriver. Et puis ça va arriver peut-être dans les villes avec peut-être des petits AGV. Donc ce ne sera pas des drones tout de suite, au moins dans les villes. Mais en tout cas, cette partie-là arrive. Et pour répondre directement à votre question, c'est quand même des bouleversements importants là, qui sont en cours et qui redessinent en profondeur là, les organisations logistiques, les rôles des magasins, et puis qui impactent les collaborateurs pour des nouveaux métiers. Ça va faire un peu la transition évidemment avec Jean-Christophe. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette table ronde? Première question, celle que je poserai à chacun d'entre vous. Alors, trois choses. La première,
j'ai appris avec une certaine surprise qu'effectivement, a priori, Alibaba ne faisait pas de l'Europe un terrain de jeu prioritaire. Et donc, c'est une information auquel je ne m'attendais pas forcément. Ouais. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais j'ai entendu qu'il y avait des priorités, autre part. Et puis deux choses. L'expérience client, oui. et Olivier en a parlé, est essentielle, est clé. Et finalement, le Phygital et l'omnicanal est une nouvelle expérience client qui est récente, qui est une évidence aujourd'hui. Et le service rendu au client restera un atout différenciant, très probablement. La troisième chose, c'est que, avec ce qui a été dit au niveau d'Alibaba, je crois, plus que jamais un Internet physique, qui est la capacité de mettre en communauté des experts, des structures déjà existantes, pas forcément saturées et optimisées pour justement créer une chaîne de valeur complexe, avec des outils de supervision qui permettront de savoir comment est gérer la supply chain. Et puis je reste avec une interrogation, mais j'avais qu'à poser la question lorsque j'en avais l'occasion, c'est avec le développement de l'omnicanal, on va vers des fractionnements de commandes, sur des commandes de plus en plus petites, qui vont aller chercher le consommateur là où il est, et comment on gère justement l'engorgement des mégapoles comme Sao Paulo, comme Shanghai, comme Pékin, comme Paris. Et ça, c'est un challenge que les autorités et nous, professionnels de la supply chain, il va falloir qu'on travaille pour réinventer un modèle. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs, Jean-Christophe Machet, parce qu'on en a déjà parlé ici sur des rendez-vous comme ceux-là. L'enjeu, c'est le dernier kilomètre. Et vous travaillez sur des véhicules propres, sur la possibilité de réduire les nuisances sonores lors des livraisons des magasins de centre-ville. Ces problématiques-là, elles vont être d'autant plus cruciales, y compris si vous avez des géants qui sont capables de rafler, comme le fait Amazon aujourd'hui, un marché colossal en termes de livraison à domicile. Mais le sujet, c'est quelle promesse on fait au consommateur. Est-ce que la promesse, j'ai pas la réponse, mais est-ce que la promesse qui est faite de livrer le consommateur dans un délai extrêmement proche, chez lui, le dernier mètre, le dernier escalier, est-ce que ça, c'est durable, si on veut parler de développement durable, auquel nous sommes attachés, ou est-ce qu'il va falloir qu'on invente une notion extrêmement moderne, qu'est la conciergerie, dans quelque chose qu'il faut réinventer, mais il va falloir qu'on réfléchisse, est-ce qu'il est possible de livrer chaque consommateur dans des mégapoles, chez lui, tous les jours, pour différentes verticales, comme ça a été dit. Ou est-ce qu'il va falloir qu'on invente des concepts de conciergerie, alors dans le magasin, ou dans une partie du magasin, ou autre part, pour réussir à avoir une supply chain durable. Parce que vu les quantités de colis qui sont livrés, à un moment donné, il peut y avoir peut-être un goulot d'étranglement. Oui. Jean-Charles de Coninck, vous, sur cette table ronde, je vous voyais opiner du chef aussi à ce que disait Jean-Christophe à l'instant. J'opinais sur le premier point, ou le dernier point, Jean-Christophe, qui est la promesse, qui pour moi quelque chose d'essentiel. C'est que ces deux acteurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit la localisation, ils cherchent une chose, c'est tenir la promesse qu'ils ont faite à leurs clients. Et ça, c'est, je crois, l'élément clé aujourd'hui de la problématique de la supply chain, c'est tenir la promesse au client. Et si on ne la tient pas, on a perdu le client. Ça, c'est certain. La deuxième chose, je vais peut-être renforcer les portes ouvertes, mais le commerce, il est devenu technologique. Quand vous entendez notre ami Sébastien expliquer le nombre d'ingénieurs qu'il a au sein d'Alibaba, le commerce est basé aujourd'hui sur la technologie, alors qu'il était totalement basé sur l'offre, sur les hommes, sur le magasin. Là, il est aujourd'hui basé sur la technologie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que cette transformation, elle est énorme, due justement à cette évolution exponentielle de la technologie. Le troisième point, c'est que les flux sont maintenant quelque chose d'essentiel. Les flux d'information, quelle que soit leur provenance, les flux d'exécution qui peuvent s'exécuter absolument partout. Et donc on voit par cette fragmentation, par cette proximité électronique, physique, une augmentation exponentielle des modèles, des voies, des circuits qu'il va falloir traiter.
Et pour revenir à un autre point qui est celui de notre métier, celui de la logistique, comme on l'appelait, et celui de la supply chain, comme on l'appelle aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale dans le changement. On parlait de logistique parce qu'on approchait nos produits auprès des lieux de consommation. Consommation pour les clients finaux, mais aussi pour les producteurs, puisqu'on apportait les pièces, la concentration des pièces, là où on consommait pour assembler, construire. Je crois qu'aujourd'hui, notre modèle est en train de changer pour passer d'une logistique basée sur les produits, basée sur les stocks, et donc sur un barycentre de stockage proche de ces lieux de consommation, à une supply chain qui, elle, est animée par le flux et donc sur le lieu de préparation de la commande. On passe d'un barycentre de stock à un barycentre de préparation de commande. Et donc là, on doit avoir une vision complètement exhaustive de la localisation des produits, du besoin du client, comment on va le servir économiquement, comment on va pouvoir aborder le delivery avec l'ensemble des contraintes qui vont augmenter, et en particulier les contraintes urbaines. Donc on voit très clairement aujourd'hui qu'on est en train de gérer une transformation d'une logistique de stockage à une logistique de flux. Et ça s'appelle la supply chain. Vous, dans ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous voyez l'immobilier de demain pour ce qui est supply chain? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces sociétés que sont Alibaba et Amazon ne sont pas comparables, et on ne peut pas les comparer. Et je pense que l'immobilier logistique d'Amazon ne sera pas comparable à celui d'Alibaba. Et puis pour terminer, je souhaite une longue vie à la Fnac Darty. Mais nous aussi, bien entendu. Mais, et vous pensez que la digitalisation, cette proximité qu'on décrit, va rapprocher véritablement l'entrepôt, comme on le disait, le centre de préparation du consommateur? Vous savez, les entrepôts XXL qui font plus de 120 000 m², s'ils sont à 50 km de Paris, c'est qu'on ne peut pas les installer en centre urbain, c'est qu'ils coûtent 4 fois plus cher s'ils sont en centre urbain. Donc aujourd'hui, ils sont à leur place. Après, il y a des réseaux de distribution qui sont là pour acheminer les produits, avec des plateformes de messagerie en périphérie des villes. Un peu de vélo pour faire plaisir à certains élus, et puis ça fonctionne comme ça. On posait une question au début, à savoir est-ce que le modèle chinois va modifier fondamentalement la supply chain au niveau international et au niveau national. Vous, votre sentiment par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on a, vous le disiez un peu, deux modèles. On a le modèle des géants privés que sont les GAFA et le modèle des géants publics du type Alibaba. Alors, nous, je vous rappelle qu'on est des experts en immobilier logistique et pas en supply chain. Donc, ça n'est pas facile pour moi de répondre à cette question. Et comme je vous l'ai indiqué, nous, on s'adapte à la demande de nos clients. Donc, on va répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Jean-Charles de Coninck, par rapport à ces problématiques, le modèle chinois, c'est un atout, un enjeu, une menace pour le secteur? Le modèle chinois, c'est un des modèles. Il n'y a pas un modèle qui va s'imposer, il y aura des modèles qui vont se développer. La particularité de la Chine, c'est de pouvoir traiter des très gros volumes dans des surfaces, une surface de distribution extrêmement lourde, un nombre d'une population énorme. Donc on est tout de suite dans des dimensions qui sont complètement différentes et qui nécessitent des technologies, des moyens qui sont aussi différents. Je pense que là aussi, on est dans le commerce, et le commerce, c'est savoir s'adapter à la culture, au trafic, à la culture du consommateur. Et je pense que là aussi, même dans la technologie et à travers la technologie, le commerce se réinvente, et elle se réinvente avec ses données sociales, économiques et structurelles de toutes les parties du monde. Et donc je ne pense pas qu'il n'y a pas de danger d'un versus un autre. Il y a des modèles qui s'adaptent, qui se développent et qui, quelque part, vont continuer à faire que le commerce sera le commerce comme il l'était avec les Phéniciens, qui avaient aussi des contraintes et des modèles qui étaient un peu différents aussi.
Jean-Christophe Machet, vous partez, on le disait, en Chine la semaine prochaine. Et puis il y a tout un développement aussi du côté Asie, Sud-Est pour vous. Ça se passe comment finalement? Parce que c'est un peu la question de ce soir aussi, cette transition. Les Européens, quand ils vont en Chine, est-ce qu'il y a un choc de culture comme on le ressent nous quand les Chinois arrivent chez nous? Écoutez, moi ce que j'ai appris en 15 ans de développement international, c'est que là où nous sommes, on doit être locaux. Oui. Et que les Asiatiques ou les Chinois qui viennent en Europe, il y a certains codes qu'il faut appliquer, parce que le commerce, oui, l'électronique a pris un poids énorme, mais le commerce, c'est aussi la rencontre d'un produit avec son consommateur. Et il passe par parfois des échanges électroniques, mais parfois aussi par des échanges d'interface entre les uns et les autres. Alibaba et les BATS ont effectivement révolutionné le retail en Chine, c'est clair. On peut entendre que c'est un modèle qui s'est développé, qui s'est construit sur une base de pays émergents. De ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement le développement va se faire essentiellement surtout dans sur ces les pays briques, oui. émergents. Peut-être que ça correspond effectivement à cette logique de terre à construire et à défricher. Et sur, on le voit, sur les États-Unis, sur l'Europe, on est beaucoup plus sur l'omni avec le business e-commerce qui vient vers le retail traditionnel et le traditionnel qui lie des liens avec les nouveaux entrants. Donc là, le jeu des alliances va faire que les deux mondes vont se réunir et dans quelques temps, on parlera de la distribution. En 1967, un nouveau modèle est créé, la grande distribution avec Carrefour et les autres. Et là, eh bien, c'est une nouvelle génération, peut-être, une nouvelle approche de retail. Et dans 10 ans, 20 ans, sans frontières, ça sera une nouvelle façon de distribuer. Et il y aura des acteurs historiques qui se seront développés vers le multicanal et puis des pure players du e-commerce qui se seront développés vers le retail traditionnel. Nicolas Bouvet, pour conclure, comment vous voyez-vous évoluer ce marché, et notamment du e-commerce, et au milieu de ces deux géants, Amazon et Alibaba? Moi, je pense qu'il n'y a pas un modèle Alibaba. Je vois trois grands modèles. Il y a un modèle type place de marché. Il y a un modèle type Amazon où là, on va combiner l'achat direct et puis de la place de marché. Et puis, il y a les distributeurs qui ont du physique. Et puis après, on va mélanger les trois modèles. Et là, tout l'enjeu, c'est de voir ce que les consommateurs attendent. Est-ce qu'ils veulent un assortiment très large? Est-ce qu'ils veulent de la fraîcheur? Est-ce qu'ils veulent du service, de l'interaction? Est-ce qu'ils veulent du coût? Parce qu'il y a une dimension de gagner de l'argent quand même. Et donc je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Et ça va être au cas par cas. Et c'est la compétition pour les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup à vous quatre, Nicolas, Jean-Christophe, Jean-Charles et Didier. Merci pour cette table ronde passionnante sur votre activité. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et je vous souhaite une très bonne continuité pour la soirée et un très bon appétit.